Bonjour et bienvenue dans Scène de crime. Aujourd'hui, pour notre troisième interview qui portera sur le thème du féminicide, nous avons l'immense privilège de nous entretenir avec Ernestine Ronnet, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, membre et responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis sur les violences envers les femmes et également co-responsable du diplôme universitaire Violence envers les femmes à Paris 8, l'université. Et enfin, co-auteur avec le juge des enfants Édouard Durand de l'ouvrage Violence conjugale paru en 2017. Madame Ronnet, bonjour. Bonjour. Et merci infiniment de nous recevoir ici à Bobigny dans le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Ma question portait sur les profils de conjoints violents. Existe-t-il selon vous un ou plusieurs de ces profils? Alors on va dire tout de suite que c'est malheureusement à tous les âges, très jeunes et très vieux, et au milieu tout ce que vous voulez, dans toutes les couches de la société. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, toutes les catégories professionnelles, c'est partout. Donc on n'a pas de profil type. On a juste quelques indicateurs dont j'ai déjà parlé dans la première partie de cette interview. Selon vous, le rôle de l'entourage est-il important pour faire obstacle à des violences plus graves? Alors oui, bien sûr, l'entourage peut être très important, mais pas si simple. Parce que d'abord, la violence psychologique, elle est souvent dans le huis clos. Donc, compliqué. Je ne suis pas... C'est rare que je sois témoin. Si je suis témoin, ce qui peut arriver, par exemple, nous sommes à table, il parle jamais à sa femme. Il parle toujours à tout le monde, mais jamais à sa femme, elle n'existe pas. Là, je peux me dire, il y a quelque chose. Autre élément, la dame paraît très épuisée. Et donc, je peux lui dire, est-ce que je peux t'aider? Elle a un œil au beurre noir. Je vois que tu as un œil au beurre noir, est-ce que je peux t'aider? C'est-à-dire dire ce que je vois. C'est très important, d'une manière générale d'ailleurs, mais c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour les femmes. Donc ça, c'est une façon de dire, c'est-à-dire de faire un retour à la dame. Par exemple, il vient la chercher tous les jours à son travail. On peut dire, qu'est-ce qu'il est sympathique, cet homme, il vient la chercher tous les jours. Mais elle ne peut jamais aller boire un coup avec ses collègues. Peut-être que ses collègues vont lui faire un retour et lui dire quand même, tu ne trouves pas qu'il exagère? Tu devrais venir boire un coup avec nous. Non, je peux pas, il m'attend. Non, non, laisse tomber. Pourquoi il t'attend? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, elle va avoir un retour qui va pouvoir l'aider à penser qu'elle est en train de vivre une situation qui n'est pas normale, qui est la situation d'emprise, de contrôle de sa vie, complet. La dame, pour nous les professionnels, une dame, on est en entretien, la dame, ça sonne le téléphone, excusez-moi, il faut que je réponde, c'est mon mari. C'est pas normal, donc on peut lui dire. Donc si vous voulez, il y a comment l'entourage peut percevoir quelque chose que la dame ne dit pas clairement, mais qui existe. Alors après, on peut clairement poser la question. Est-ce que tu es violent? Est-ce que tu es victime de violence? Etc. Autre élément. Troisième élément, qui est à mon avis tout aussi important, c'est évidemment le bruit qu'entendent les voisins, la femme qui dit à sa mère, j'en peux plus, ou à sa sœur, ou à sa copine, j'en peux plus, je suis très fatiguée, il n'arrête pas, il est jamais content. Bon, mais tu sais que jamais content, ça c'est de la violence, c'est pas normal, c'est de la violence psychologique, etc. C'est-à-dire que nous pouvons tous, quelle que soit notre situation, faire un retour à la dame sur ce qu'elle vit qui n'est pas normal. Et c'est très important pour la dame, parce que ça va l'aider à cheminer. Alors ça, c'est une première chose, l'entourage. Et puis, il y a bien sûr le bruit que les voisins entendent et qui bougent. Ce qu'on a vu dans le confinement, par exemple. Dans le confinement, on a vu que les voisins ont appelé assez souvent les numéros d'urgence, le 17, le 114 pour se renseigner, par SMS. Donc quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire que chacun peut jouer un rôle d'aide à un moment donné. Bon, ça c'est une chose. Mais la dame risque de dire « Ah non, c'est rien, c'est pas grave, il s'est un peu énervé ». Donc, évidemment, il faut lui laisser le temps de penser. Le temps, c'est le sien, c'est pas le mien. Donc moi, je respecte son temps et je ne joue pas le rôle de l'agresseur en disant « Il faut que vous portiez plainte demain matin parce que vraiment, c'est pas normal ce que vous êtes en train de vivre ». Pas du tout.
Il faut qu'elle ait le temps, elle, et que je la respecte, elle, et que je ne joue pas le rôle de l'agresseur qui, lui, dit ce qu'il faut faire, qui contrôle toute sa vie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Si je suis une professionnelle, je suis plutôt dans l'accompagnement. Quand vous voulez, revenez me voir, etc. C'est ça qu'il faut faire. Donc l'entourage peut jouer un rôle, à la fois pour mettre des mots sur une situation. C'est Victor Hugo qui disait « Qui délivre les mots délivre la pensée ». Et je trouve très important de dire les mots. Ça, ce que vous vivez, c'est la violence psychologique. Là, ce que vous vivez, c'est la violence physique. Là, ce que vous voulez, c'est la violence sexuelle. Il vous oblige à aller à la relation sexuelle alors que vous n'avez pas envie. Ça, c'est de la violence sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut mettre des mots et donc aider au cheminement. Et puis après, c'est le temps de la dame, c'est sa décision à elle. Alors ensuite, dans les procès pénaux portant sur les féminicides et plus généralement sur les violences conjugales, est souvent évoquée la notion d'emprise. Or, les avocats de la défense notamment tentent de combattre ce terme qu'ils trouvent vide de sens. Pourriez-vous tenter de définir ce terme d'emprise? On parle de deux éléments. Comment ça commence? Je vais peut-être le prendre dans ce sens-là. Ça commence par la séduction. Alors nous aimons tous la séduction, on n'a rien contre la séduction. La séduction amoureuse, c'est une séduction réciproque. Donc c'est un moment de partage, d'échange, on est là-dedans dans la séduction amoureuse. Dans la séduction qu'exerce l'homme violent sur une femme, c'est pas de ça qu'on parle. Il essaye de capter sa confiance, de la fasciner, de lui faire perdre ses repères. Comment il fait? Tu aimes ce livre? Moi aussi, c'est de la grande littérature. Tu aimes ce plat formidable? Moi aussi. Tu aimes cette ville? Moi aussi. Donc la dame se dit, j'ai trouvé le prince charmant, on est d'accord sur tout, c'est magnifique. Nous savons tous par nos vies personnelles que si on veut que ça dure, il vaut mieux pas être dans la fusion, mais être dans l'autonomie de chacun, avec la possibilité de penser, la possibilité d'avoir des désaccords. Donc la première chose, c'est qu'il capte la confiance de la dame et il la fascine. Et puis de l'autre côté, je t'aime comme personne ne t'aimera. Donc ça, c'est la dépendance affective. Formidable, tout le monde trouve ça magnifique, évidemment on est très contente, très bien. Donc ça, c'est l'autre élément. Mais on va avoir très vite, dans cette histoire de violence, on va avoir la dévalorisation. Donc la dévalorisation, c'est très important parce que ça lui fait perdre ses repères à elle, son estime d'elle-même, sa confiance en elle-même. Donc on a un double jeu. Un, je capte la confiance et je mets la dame sous dépendance affective. Et deux, je la dévalorise. Par exemple, tu aimes ce livre, mais c'est pas du tout de la littérature, tu connais rien à la grande littérature. Tu aimes ce plat, tu connais rien à la cuisine. Et tu aimes cette ville, mais il n'y a rien à y voir. Donc, vous entendez que la dame, alors qu'on était sur du 100% d'accord, d'un seul coup, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense, c'est pas bon. Donc c'est compliqué pour elle. C'est ce qu'on va appeler, elle va être embrouillée. Elle va plus savoir où elle en est. Et elle va essayer de faire qu'il redevienne l'homme gentil avec lequel elle a noué une relation affective. Donc elle va essayer de faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est pas un bon livre, je vais en prendre un autre. Mais quoi qu'elle fasse, ça sera pas bien. Pour le plat, si elle fait de la cuisine, ça sera la même histoire. C'est-à-dire que elle va essayer de penser comme il pense pour retrouver l'homme gentil qu'elle a aimé. Elle n'a pas aimé un monstre. Et donc, on va avoir quelque chose de compliqué à vivre pour elle, parce que tout ce qu'elle va dire ou faire ne sera pas bien. C'est ce que Marie-France Irigoyen, qui a travaillé sur l'emprise, appelle le décervelage. Et évidemment, si c'était une fois, c'est pas grave. Mais si c'est tout le temps, on va avoir ce que Marie-France Irigoyen appelle l'usure mentale. C'est-à-dire, je suis cassée, parce que je ne sais jamais où j'en suis. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour que ça s'arrête. Mais le problème, ce n'est pas elle, c'est lui. Donc ça ne va pas s'arrêter de sa responsabilité, elle ne peut rien y faire. C'est lui qui a décidé. Et donc ce qui est compliqué dans l'emprise, pour la dame, c'est de sortir de l'emprise. Parce qu'elle est coincée, et j'ai l'habitude de faire ce geste-là. Quand vous êtes comme ça sous emprise, donc là il y a moi, là il y a lui, moi je suis cassée et lui il me met sous emprise. Quand je suis dans cette situation-là, je fais quoi pour en sortir? Je ne peux pas en sortir. J'ai besoin d'un tiers qui soit un tiers protecteur,
qui m'aide à défaire l'emprise et à reprendre ma vie en main. Protéger une femme victime de violence, c'est pas la victimiser, c'est au contraire lui permettre de reprendre sa vie en main. Et l'emprise, c'est ça, c'est l'aider à sortir de l'emprise. Des nouvelles dispositions ont récemment été adoptées pour empêcher les féminicides, tels que le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, l'ordonnance de protection. Ces outils, selon vous, sont-ils efficaces et pourraient-ils être améliorés ou complétés par d'autres outils? Alors d'abord, il en manque un quatrième, c'est le contrôle judiciaire. Mais disons, le premier, je vais prendre dans l'ordre. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut graduer la réponse judiciaire. C'est-à-dire que tout n'est pas égal et tout ne vient pas au même moment. Donc d'abord, l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est une mesure civile que la dame peut demander sans plainte et qui est extrêmement protectrice, puisqu'elle permet l'attribution du logement, l'interdiction d'entrer en contact, régler la question des enfants, de l'autorité parentale, de la garde, du lieu de garde, et puis du droit de visite éventuellement du père violent, et puis cacher l'adresse. Et pour les femmes migrantes, ça leur permet d'obtenir un premier titre de séjour ou le renouvellement du titre de séjour sans que le préfet puisse dire quoi que ce soit. C'est normalement automatique. Normalement, parce que on sait bien que parfois ça n'est pas tant que ça, mais disons que c'est la loi. Là, je vous dis la loi. Donc c'est la première marche pour moi de la protection. Je préside le comité national de pilotage de l'ordonnance de protection, et donc j'attache beaucoup d'importance évidemment à l'ordonnance de protection. Ici, dans ce département, nous avons été les premiers à mettre en œuvre, avec donc le tribunal, à mettre en œuvre l'ordonnance de protection, et nous sommes encore le département où il y a le plus d'ordonnances de protection accordées. Donc, assez attaché à cette mesure. Voilà. Première marche. Deuxième marche, ça dure 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, je reprends ma respiration. Je commence à aller un petit peu mieux parce que ça va un peu mieux, même si c'est pas la baguette magique. Deuxième marche, je peux porter plainte. Et c'est pour ça que je parlais du contrôle judiciaire, parce qu'en présententiel, je peux avoir un contrôle judiciaire qui va dire interdiction de monsieur d'entrer en contact avec moi, donc très important, avec mes enfants éventuellement, et donc qui permet que je puisse reprendre confiance. Le contrôle judiciaire peut aussi évincer monsieur du domicile, et donc on garde, puisque c'est interdiction d'entrer en contact, on peut avoir évincé du domicile, donc c'est quand même une mesure protectrice. Ça ne concernera pas les enfants. Les enfants, c'est le juge aux affaires familiales, donc ça sera un problème pour la suite. Mais disons, pour l'instant, ça lui permet de demander protection à la justice. Troisième élément, elle est en grand danger, donc le procureur peut attribuer le téléphone grave danger. Depuis le 2009, fin 2009, où nous avons commencé à mettre en œuvre ce téléphone ici, puisque c'est ici qu'on l'a inventé, on a 401 téléphones qui ont été distribués aux dames. Et avec les enfants, ça fait plus de 1000 personnes qui ont été protégées. Donc c'est du nombre. Hein. Et au niveau national, on vient de faire le point tout à l'heure, on en est à plus de 3000 téléphones dans les bureaux des procureurs et 1000, je ne me rappelle plus combien, 1700, 1800 téléphones dans les mains des dames. Et nous allons en avoir 5000 dans l'année qui vient. Donc ça veut dire que c'est un dispositif qui monte en puissance. Et qui est efficace, c'est un téléphone ordinaire, madame appuie, elle est mise en lien avec un téléassisteur pour voir si ça n'a pas frotté dans le sac. Si elle dit j'ai peur, il est en bas, sans réfléchir, le téléassisteur va appeler la chambre opérationnelle du 17, donc de la police ou de la gendarmerie, qui va se rendre au domicile de madame. Ici en Seine-Saint-Denis, c'est entre 4 et 11 minutes, ils arrivent donc très vite. Et c'est du 100%, ils se déplacent à tous les coups. Et puis quatrième élément, le bracelet anti-rapprochement, qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe, et qui n'est pas encore complètement au point, je pense, mais qui est en train de se développer, donc qui est donc un bracelet anti-rapprochement. Monsieur a un bracelet et un boîtier, un gros boîtier assez lourd, madame a seulement le boîtier, et il faut qu'il y ait une distance entre les deux. Bon. Ce qui n'est pas encore complètement au point, c'est que s'il passe en tram ici, là, voilà, ça va sonner, madame va être très angoissée, etc. Donc c'est pas
pas complètement au point. Il faut encore qu'on travaille le dispositif. Je pense qu'il n'est pas encore complètement arrivé à maturité. Bon, il y en a 412 qui ont été distribués en France. Voilà. Donc on voit qu'il y a des dispositifs qui existent, qu'il faut utiliser à mon avis davantage. Pour moi, l'ordonnance de protection, il y en a eu 3300 accordées en 2020. Moi je dis qu'il faut 10 fois plus, 3300, il en faut 33 000. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment une protection qui soit donnée pas au compte-gouttes. Bon. Il y a encore à convaincre les magistrats et beaucoup de monde, mais c'est ma conviction. Je pense que j'ai pas envie de porter plainte contre le père de mes enfants, donc je vais demander protection. Et ce qu'il faut qu'on arrive à penser dans notre pays, c'est deux choses. Un, à distinguer la protection de la sanction, donc à dire la protection c'est tout de suite. Lorsqu'une dame révèle des violences, c'est pareil pour les enfants. Lorsqu'une dame révèle des violences, il faut tout de suite la protéger, parce que c'est jamais les premières violences vécues, subies. C'est un moment déjà avant qu'elle arrive à porter plainte. Donc il faut vraiment la protéger. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut appliquer le principe de précaution et protéger. Et puis la sanction, ça vient après dans un deuxième temps, c'est plus long parce qu'il y a l'enquête et tout ça, c'est beaucoup plus long. Mais la protection, ça doit être tout de suite. Si on veut avoir moins de féminicides, il faut prendre en compte non pas seulement les grands, quand elle vient avec le bras cassé, la jambe cassée, je sais pas quoi, il faut prendre tout de suite les premiers faits qu'elle révèle. Et ça, c'est une culture à mettre en œuvre que nous n'avons pas encore. Ce qu'on va appeler la culture de la protection, on n'y est pas. Mais il faut qu'on y arrive. C'est à ça qu'il faut arriver. Des chiffres montrent que les femmes portent plainte, il y en a peu, mais quand elles osent le faire, elles sont parfois mal reçues dans les commissariats, ce qui peut les conduire à renoncer à leur démarche. Alors même que ce problème d'accueil policier est connu du grand public, comment expliquer qu'il demeure et comment le combattre ? Alors oui, ça fait longtemps que ça existe. Première chose, il y a 3 façons de combattre. La première, c'est la formation. C'est-à-dire faire monter en compétence les policiers et gendarmes. Je fais beaucoup de formations pour les gendarmes, pour le Centre national de formation, et je circule beaucoup en France. Je pense qu'on progresse. On ne peut pas dire autre chose, on progresse. On n'est sûrement pas arrivé au bout, on progresse. Donc la formation, les faire monter en compétence. Le deuxième élément, si on veut que les plaintes soient bien prises, c'est des mesures plus contraignantes du côté des policiers et des gendarmes. C'est-à-dire être plus regardant sur la façon dont les choses se font ou ne se font pas. Et lorsque ça ne se fait pas, moi je dis il faut sanctionner. C'est-à-dire il faut être plus contraignant, je crois. Il faut que les circulaires soient plus impératives. Il y a des circulaires, il y a beaucoup de circulaires qui disent qu'on est obligé de prendre une plainte. C'est la loi d'ailleurs qui dit qu'ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. Et on sait qu'on a tous des exemples où il y en a qui refusent des plaintes. Donc on est d'accord que ça existe. Mais alors justement, si ça existe, il faut être un peu plus réactif par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, par rapport à la question des plaintes, il faut aussi regarder comment elles sont prises. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ce soit bien. Par exemple, nous avons créé des trames d'audition, voilà, je trouve chercher le mot. On a créé des trames d'audition pour les policiers et les gendarmes, où quand elle vient pour une gifle, on interroge toutes les violences précédentes. Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe quand vous n'avez pas envie d'une relation sexuelle avec votre mari, est-ce qu'il vous force, etc. Et on peut donc ensuite qualifier, c'est-à-dire que dans le code pénal, on a harcèlement moral dans le couple, c'est toutes les violences psychologiques depuis 2010. Viol conjugal existe dans le code pénal depuis toujours et a été reconnu par la Cour de cassation en 1990-1992, circonstances aggravantes pour le viol en 2006, pardon. Donc on voit que ce que je suis en train de raconter, ça existe dans le code pénal. Donc maintenant, il faut l'utiliser. Donc ça veut dire qu'eux, il faut qu'ils le sachent. Et par exemple, je vois qu'harcèlement moral dans le couple, il y en a beaucoup quand je fais de la formation qui ne savent pas que ça existe. Donc il faut toujours leur rappeler que ça existe et que ça doit être appliqué.
Donc ça veut dire quoi, harcèlement moral dans le couple? C'est toute la violence psychologique, les SMS, les mails, tout ça, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est aussi donc mieux leur faire connaître les lois, puisqu'ils sont chargés de les faire appliquer, c'est un minimum. Des pays, notamment d'Amérique latine, ont introduit dans leur législation la notion de féminicide. Doit-on y voir une forme de progressisme de nature à nous inspirer, ou plutôt la traduction d'un particularisme culturel que nous n'aurions pas intérêt à imiter? Moi, j'utilise ici, depuis 2008, le terme féminicide. Et quand je dis je, c'est nous, parce que je l'utilise avec le procureur François Molins et le procureur adjoint Patrick Poiret. Ils sont tous les deux, donc il y en a un qui est maintenant procureur général à la Cour de cassation et l'autre qui est premier avocat général à la Cour de cassation. Depuis 2008, nous utilisons ce terme. Je ne demande pas de circonstances aggravantes. Je dis juste qu'il faut qu'on sache que c'est une femme. Et je l'utilise parce que j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, et donc c'est là où je l'ai vu. Et quand on a fait une enquête sur 24 féminicides dans ce département avec le parquet, j'avais dit, écoutez, en Amérique latine, ils utilisent féminicide, je trouve que c'est bien, utilisons féminicide. Et nous l'avons utilisé. Donc je pense que c'est pas un particularisme culturel, mais bien en fait, quelque chose de très universel. Les femmes tuées par les hommes, c'est extrêmement universel, malheureusement, mais c'est universel. Et c'est Françoise Héritier qui disait ça très clairement, que dans toutes les cultures, anciennes ou pas, on était là-dessus. En France, certains plaident pour l'introduction dans le code pénal d'une incrimination particulière de féminicide, tandis que d'autres estiment qu'il s'agirait d'une entorse au principe d'égalité devant la loi, puisque cela impliquerait qu'il est plus grave de donner la mort à une femme qu'à un homme. Pensez-vous que créer une infraction spécifique de féminicide serait opportun? Je ne suis pas pour créer une infraction spécifique. Je suis pour dire, quand c'est une femme qui est tuée, c'est une femme, quand c'est un homme, point un enfant, c'est un enfant. Ce que je vous disais au début de cet entretien. Rien d'autre. Je ne pense pas qu'il faille donner circonstances aggravantes. On dit par exemple la circonstance aggravante, violence dans le couple. Ça existe dans le code pénal. Il n'y a pas besoin de le rajouter. Donc je pense qu'il faut qu'on reste sur des principes universels, mais simplement qu'on sache de qui on parle. Rendre visibles les choses, c'est dans le vocabulaire, c'est dans justement les mots disent quelque chose. Nous arrivons déjà à notre dernière question. La consécration juridique de féminicide n'aurait-elle pas pour effet pervers sur le plan symbolique d'enfermer les femmes dans le rôle de victime, fragile à protéger, et d'assigner l'homme à un rôle d'agresseur? Je ne pense pas du tout. Comme je vous le dis, je pense que c'est juste rendre visible, c'est tout ce que je demande, qu'on sache. Et je ne suis pas du tout une fan, bien sûr, d'enfermer les femmes dans un rôle de victime, mais reconnaître ce que reconnaît la Convention du Conseil de l'Europe d'Istanbul, ce que reconnaît l'ONU, ce que reconnaît tout le monde, que les femmes sont davantage victimes de manière disproportionnée, dit la Convention d'Istanbul, dans la violence domestique, donc dans la violence à la maison. C'est pas les enfermer dans rien du tout, c'est juste constater le réel. Regarder le réel pour pouvoir le transformer, c'est indispensable. On ne peut pas transformer les choses si on ne regarde pas qu'est-ce qui se passe dans le réel. Et donc il faut toujours tenir compte du réel. Les femmes sont davantage victimes par un homme connu dans l'espace privé de violences sexuelles. Les hommes sont davantage victimes dans l'espace public par un inconnu de violences physiques. Ça, c'est les stats qui nous le disent. Donc j'invente rien, je dis les stats. Donc je ne dis pas que les hommes ne sont jamais victimes, mais en général, ils sont victimes d'autres hommes, alors que les femmes sont plus victimes d'hommes. C'est ça le sujet. Donc il faut regarder la réalité. Pour la changer, on est d'accord. Mais si on ne regarde pas le réel, on ne changera rien du tout. Donc pour moi, c'est ça l'objectif du mot féminicide. Utiliser le mot féminicide, ça permet de regarder la réalité. C'est tout ce que je veux. Et je me permets de dire, par rapport aux enfants, c'est la même chose. Vous savez, je fais partie de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Ce que je dis sur la culture de la protection, tout ce que je dis, c'est valable pour les femmes et pour les enfants. Et pas parce que les femmes seraient complètement agaga, n'auraient pas de force ou je sais pas quoi. Tout le monde sait ici, et vous le savez très bien, que les femmes ont beaucoup de force. Mais justement, toute la violence
des hommes sur les femmes, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de force, c'est pas parce qu'elles seraient faibles, le sexe faible c'est du baratin, on est bien d'accord, mais c'est parce que c'est inscrit dans les rapports sociaux de sexe, et que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à transformer, ces rapports sociaux de sexe. Et c'est notre travail de rendre visibles ces choses-là, pour que ça bouge. Et donc il y a tout le travail qu'on peut faire de prévention, etc., avec la jeunesse, vous êtes jeune, et c'est très important de faire ce travail-là pour expliquer les choses, les mécanismes de la violence, la stratégie de l'agresseur, etc., pour que tout le monde se reconnaisse dans cette histoire et que justement on puisse se dire bon, ça c'est pas ça que je veux dans ma vie. Et c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup Madame Ronet, cette interview touche à sa fin et je vous remercie encore d'avoir accepté de nous donner cette passionnante interview. Pour vous qui nous regardez, vous pouvez compléter cette séquence en consultant notre vidéo sur les féminicides et en consultant également notre interview avec Sarah Massoud, magistrat et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Au revoir et à bientôt dans Scène de crime.